Merci bien. Je ne vais pas partir tout de suite, monsieur le maire, dans les considérations qui dépassent complètement mon sujet, parce que vraiment, je suis très limité, non pas dans le temps d'horloge, mais dans le temps au point de vue recherche. Dans les colloques précédents, vous savez, j'avais exploité un petit peu de l'information que nous avions rassemblée pour le livre sur Bastia, on regarde ce sont passé. Et je ne dis pas qu'on s'était répété, car on avait d'abord regardé le travail, la position et l'activité du fondateur de la ville, puis les principales familles s'installant, les premiers habitants de Bastia, et l'an dernier, l'urbanisation, la première urbanisation de la ville, si on peut employer le mot d'urbanisation, parce que c'était vraiment assez sommaire. Et il s'est passé qu'en octobre dernier, travaillant comme ça m'arrive de temps en temps, et heureusement je crois chez M. Agosto, aux archives all'Archivio Storico l'Archivio di Stato di Genova, je suis tombé, comme ça arrive quelquefois quand on travaille sur des liasses et des liasses de documents, sur un méchant petit fascicule. Vous allez voir l'allure que ça a. On ne peut pas dire que ce soit une splendeur. Mais j'ai été tout de suite attiré parce que j'ai trouvé que dans ce petit fascicule, il était question des comptes de chantier sur la fabrication, sur la construction, enfin sur la vie à Bastia, entre, excusez, il vaut mieux que je regarde tout de même pour ne pas dire de bêtises, entre le 9 décembre 1490 et le 16 avril 1491. C'est vous dire, nous sommes sur une période extrêmement serrée, extrêmement limitée. Et nous sommes une période d'hiver, ce qui n'est peut-être pas une chose à négliger. C'est l'époque où on fait des travaux locaux, mais où il n'est pas question de faire des grandes entreprises parce que le temps est très instable. Vous savez ce que c'est, vous comme moi, et peut-être plus que moi, et donc dans notre expérience, je pense que le temps vers 1490 devait être grosso modo, avec des bonnes années, puis des années pas brillantes, ça devait être à peu près comme aujourd'hui. Donc nous avons là un petit livret de exactement 28 feuilles dans le demi-format. Vous avez vraiment notre format classique même d'aujourd'hui, plié en deux dans le sens de la hauteur, donc cousu au milieu. Et là, c'est le trésorier général, si je peux dire, je ne sais pas, j'essaie de trouver un mot comparatif, ce qu'on appelle le massaro du gouverneur, qui fait les comptes, qui établit les comptes qui doivent être payés par la Camera, c'est-à-dire par le trésor génois, le trésor, non pas génois, le trésor du Banco di San Giorgio, ne mélangeons pas tout, ne mélangeons pas les époques. Et donc nous avons là ce que le massaro a payé au jour le jour, pendant cette période très courte, donc, puisque ça représente 2 mois, non tout de même, ne forçons pas, 4 mois pratiquement de la vie de Bastia, ce qui n'est pas grand-chose. J'ai été extrêmement surpris, et vous allez voir, je vais essayer de vous projeter 2 pages de ce document simplement pour que vous voyez l'allure que ça a. Ce n'est pas très engageant, mais enfin, ce qui est important, c'est l'information qu'il y a dedans. Vous verrez que ce genre de document comporte des informations a priori assez rebutantes, mais en même temps très intéressantes parce qu'elles sont l'expression vraiment de la vie de tous les jours. Et dans la ligne de ce qui était ma conclusion la dernière fois, ou au moins dans la publication dans le bulletin, nous pouvons douter quelquefois des rapports des gouverneurs ou des vicaires et autres qui étaient, je regrette bien souvent, des rapports politiques pour se faire bien voir par le Banco, pour répondre aux demandes du Banco, et je crois qu'on peut quelquefois prendre avec un petit grain de sel leurs affirmations et ne pas interpréter, en tout cas ne pas abuser de l'interprétation. Je pense au contraire, quand il est question de livres de comptes, là on est dans les choses sérieuses, on est dans les choses, je vais dire surtout avec les gens du Banco di San Giorgio, on est des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Hein. C'est un sujet sérieux qu'il faut traiter avec sérieux, et faites-moi confiance qu'un sou est un sou et un denier est un denier. Il faut tout marquer dans le détail, et même les tiers de journée de travail sont notés. Je pense que le plus simple pour commencer, c'est que si on peut faire un petit peu de sombre, je vous donne une idée, espérons que ça ne va pas couister, ça va bien. Non, ça va. Si je n'allume pas, ça ne va pas marcher tellement. Oh, ne faisons peut-être pas de
très grosse manœuvre. Ayez simplement une idée, je crois qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails, même ce serait vraiment pénible parce que c'est très, très particulier à travailler. Hein. Voilà les dépenses. Hein. Dépenses per facere per fabriquer un batiporta. Hein. Le batiporta qui serait le marteau à la porte. Hein. De la porta grande de Sotta. Hein. Et c'est payé à Valentino di Belgodère, hein, et ça coûte joyeusement 2 sous et 6 deniers, qui sont des 12e. On peut chercher d'autres choses, on va voir tout de suite, je pense tout de même pour faire plaisir à M. le curé, il ne faut tout de même pas de temps en temps lui refuser ça. On va trouver, est-ce qu'il y a moyen de passer, oui, à la photo suivante, je vais trouver tout de suite les constructions de Sainte-Marie. Bien sûr, vous ne devez pas distinguer grand-chose du fond, sinon des gribouillis dans un papier extrêmement taché. Hein. Fabriquées en haut, ce sont des constructions pour Terra Nova, hein, pour la Fabrica de Terenove. Ensuite, ce sont toujours c'est toujours la même chose, ce sont les mêmes dépenses avec des sous-totaux, on en reparlera. Je ne sais pas trop, on semblerait, c'est Bagni, mais c'est pas, ça doit être Pacini. Hein. Fabrica Terra Nova, encore, avec, puisqu'on est là, regardons tout de suite, on n'en reviendra pas, les impastatores, les gens qui remuent la chaux. Ici, c'est les manuales, les manœuvres. Là, c'est les dépenses diverse, les amanuatores encore là-haut. Infatti, nella fortezza esistevano solo 2 cisterne contenenti in tutto 2600 mezzarole, ma solitamente riempite solo fino a 1800 mezzarole. Era stata richiesta dal governatore della Corsica, il Generoso, che poi a sua volta la usa proprio per sottoporre insieme ad una sua relazione più ampia che riguarda tutta la Corsica al governo genovese. Proprio in quello spirito, almeno c'era la buona volontà, di cercare in questo periodo relativamente di pace di mettere un ordine e la gente ovviamente si vede in quel periodo non aveva voglia di avventure, era ancora fresco il periodo appunto della guerra franco-turca e anche io penso in parte, come ha spiegato bene il professor Antonetti, non erano convinti di questa sollevazione patriottica che però era sempre una cosa per modo di dire patriottica, era per passare sotto un'altra bandiera. Sappiamo poi che quello che non fecero i barbari, fecero i barberini, dicono a Roma, qui non so come dicono, però la storia è quella che è stata. E noi appunto cerchiamo in queste riunioni di studiare la storia obiettivamente, perché la storia cerca di avvicinarsi alla verità. On avait pas dit ça opposé. Avvaserio dunque non esiste più. Un momentino mi fa meno dopo ormai cominciano a pensare. C'era dunque in questa fiere c'era un paese Avvaserio, sì, però se non esiste più il paese ci sono molte famiglie Avvazeri, non c'è un paranico qui, per competente. Il y a pas quelqu'un de valable qui Si alors, le père il y a entre Luro et Zing, il y a une sorte de petite colline qu'on appelle Capo Alaouadzé. Alors, en écoutant les orateurs hier, j'ai été frappée par le nombre de sortes de violences qu'il y avait en France. Malheureusement, je vais aussi ajouter du sang et de la violence, mais j'espère vous faire apprécier plus cet apôtre de la non-violence qu'a été Léonard de Cornwallis. Ça c'est mon terrain de chasse. Il n'a pas dit de mal des Français. Non,
Moins que moi, tout va bien. Non, d'ailleurs, j'aime beaucoup mieux que ce soit vous qui en parliez que moi. Ce serait trop de l'esprit de boutique, si vous voulez. Maintenant, il y a, je crois, quand même certaines choses qu'il faut noter. La question des pâtisseries est bien antérieure. Ça fait partie de la logique même médiévale, pratiquement, de la fête. D'autre part, le problème des missions n'est pas né à ce moment-là. Il existe depuis très très longtemps. Et le problème de religieux venant de l'extérieur, d'ailleurs les franciscains étaient fondés sans doute pratiquement par Jean Parent au temps de Saint François vers 1217, il y a une succession continuelle de gens de l'extérieur qui viennent et on a l'impression, qui est évidente dans les documents du XVIIe siècle, que les franciscains locaux sont épuisés un peu par rapport à la réalité locale. Ils ne peuvent pas provoquer l'effet de choc, ils sont trop excusez-moi, brailler, si vous voulez, dans le milieu local pour pouvoir réaliser l'effet de choc nécessaire. Si bien que ça nous mène, alors qu'il y a un clergé religieux, et en particulier franciscain et capucin, les deux étant des ordres franciscains, il y a un clergé très fort de religieux en Corse, qu'en Gênes, obéissant au Concile de Trente et faisant face à l'absence d'action des évêques de l'époque, quand le pouvoir politique essaye d'assurer les missions en Corse, il essaye tout ce qu'il peut, il fait venir les augustiniens, il essaye de faire venir les jésuites en quantité, il y a déjà des jésuites aussi, mais c'est pas tout à fait dans le mode des villages, mais il note carrément, vers 1650, c'est dans les registres encore de M. Agosто, c'est pas ma faute, il note carrément qu'on ne peut pas employer ni les franciscains ni les capucins, car ils sont trop mélangés avec les histoires du pays. Il n'y a rien ils ne sont pas dans... C'était ma question. Ça, c'était évidemment, c'est évident. Et d'ailleurs, dès le début, dès le XVe siècle aussi, après les histoires des Fraticelli ou les histoires des Giovanni, ce sont des religieux de l'extérieur, comme Thomas de Scardino, par exemple, qui est de Florence, qui viennent restaurer un minimum de discipline religieuse en Corse. On a l'impression que de l'intérieur même, ça arrive, ça n'a pas démarré. Bon, et donc il ne faut pas s'étonner si Saint-Léonard de Port-Maurice, car Port-Maurice, c'est un village, c'est une petite ville encore, Porto-Maurizio existe encore. Ça fait partie peut-être d'une infraction édictée, mais même c'est une ville à part entière. Ouais, alors, c'est la moitié de la ville, alors de même, réduisez pas trop, voilà, donc il faut le donner du poids. Donc Saint-Léonard ne fait que suivre une ligne, et aussi une ligne qui nous surprend, car en même temps que le missionnaire est envoyé par ordre du Vatican, il est envoyé aussi par ordre du Sénat de Gênes. Vous avez toujours un mélange à cette époque-là, qui est bien sûr qui nous surprend dans les deux sens, au point de vue laïque et au point de vue ecclésiastique aussi, qui nous surprend ce mélange des autorités, mais ça fait partie de la réalité de ce temps-là, il ne faut pas du tout s'étonner. Et Saint-Léonard, Léonard de Port-Maurice, envoie des rapports au Sénat de Gênes comme il envoie des rapports au Vatican. Moi, j'ai toujours cru que l'ordre franciscain en Corse a plutôt soutenu les Corses contre Gênes. Alors là, je vois une contradiction, vous pouvez peut-être l'éclairer. Je ne pense pas, écoutez, je vais vous donner, Mme Grendon, un exemple typique, je crois, c'est le rare, jusqu'à nouvel ordre, le rare franciscain de haut niveau, si je peux dire, c'est Jean de Calvi, qui a été général de l'ordre au XVIe, mais vous en avez un avant qui est extrêmement important, qui est Thomas de Scardino, dont la prédication était si importante, c'est à l'origine du culte de Loreto di Casinca, de grand rassemblement à Loreto di Casinca vers 1480-90, donc toute ma petite époque préférée, bon, c'est pas de ma faute, et Guillaume de Speloncato, c'est Guillaume de Speloncato, donc je crois que pour être insulaire, il est insulaire, parce que jusqu'à nouvel ordre, même notre Speloncato est encore en Corse, et il est appuyé vraiment par aussi bien par les autorités génoises d'ailleurs. Donc, parce que j'avais entendu dire que les franciscains qui obéissaient à Rome plutôt qu'à Gênes ont pris parti pour les Corses dans la révolution contre Gênes. Non, il y a de tout. Je peux vous citer le cas d'Alciprato, par exemple, où on appliquait la même discipline que dans les familles à l'époque parolienne, c'est-à-dire que dans les familles, les trois quarts du temps, un enfant qui était
bord génois, un enfant était du bord romain, un enfant du bord français, comme ça on était sûr dans toutes les circonstances de pouvoir survivre. Eh bien, au courant d'un circulateur, vous avez pratiquement deux groupes de commandes, un groupe de rechange. Suivant l'évolution des événements politiques, vous avez une direction du couvent qui est en faveur de Paroli. 2 mois après, si les armes ont changé la situation, on met une direction qui est pro-génoise. Et tout va bien comme ça. On survit en tout cas, bien, c'est déjà quelque chose. On a construit l'église, il y en a un descendant a construit l'église Notre-Dame de Lourdes en 1914. Après avoir acheté le terrain. En 1914, ils étaient encore présents. Ils étaient présents, oui. Ils sont arrivés vers 1930, hein. 1934. Oui, mais la question c'est que techniquement, on ne peut peut-être pas comparer la maison Grégory telle qu'elle est restituée par la documentation du début du 19e siècle avec oui, parce qu'il y a probablement des accommodements juridiques très différents à cette époque-là, notamment avec Il y a la... une évolution économique. De quoi est-il parti? Vous n'avez pas. Monsieur l'a fait déjà, vous connaissez. On peut faire appel aux continuités. On avait dit que une partie de sa fortune, de son essor, était due à ces fameux bijoux que la reine Caroline lui aurait confiés. Oui, mais là, je n'ose pas m'avancer sur ce terrain-là. Moi, on n'a pas de document. Là, moi, mon jeu a consisté à pratiquement ignorer l'individu. Je ne sais pas qui il est, après tout, c'est peut-être mieux comme ça. J'ai analysé la série des lettres qui nous sont proposées. Bon. Ah ben, grâce à la diligence du service des archives départementales de Bastia. C'est un document qui est apparu très récemment, je crois, grâce aux dons privés, et c'est peut-être une indication. Je crois qu'il a été donné avec le formaté. C'est peut-être une indication à la fois sur les origines familiales de Grégory et sur le destin de son affaire, puisque le registre figurait avec les archives marquées. Grégory était en place. Les premiers ont été pêcheurs, marins pêcheurs. À quelle époque 17e 17e. C'est-à-dire père du c'est-à-dire Exactement de Capaille. de Capraille. De Capraille, il pourrait y avoir des gens qui comme pêcheurs, c'est possible. On est passé par là. En fait, je ne comprends pas Après, c'est à moi. C'est là. dans l'ensemble de la conclusion, on avait bien cette conclusion. Ça m'est égal, il y a quand même des choses qu'on passe Alors, il y a Félicitations, je ne l'ai pas lu. Non, on n'a pas écouté. Pourquoi je vais mettre ça va. Parce que c'est une
il y a eu du monde. Oui, on va t'écouter parler. Alors, vous comprenez un trou, c'est difficile après. D'abord, il y a l'école. Il n'y a plus rien à faire, Marcel, ça y est, la On voit les actionnaires, ils créent des réactions. Voilà. C'est lui qui donne les cours de l'art à l'école d'art possible. Je l'ai vu la dernière fois au musée, il venait chercher des bouquins d'histoire de l'art. C'è la roba. Sì, sì, poi c'è niente. C'è la roba. Ha girato dentro della cittadella, lui lì vicino alla cittadella. Qui non c'è ancora girato, ma c'è tutta la parte in basso molto bella. Poi ci sono questi angoli e anche questo porto.